Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio confiné, nous pleurons l'absence du pilote désigné. Le pilote nous a quittés pour la journée. Oui, Ouais. c'est ça. Il est en mission? En mission spéciale, oui. Ouais, vas-y André, il est en mission. Où est-ce qu'il est allé? Ben, écoute, c'est une mission secrète, mais ça concerne Skyfleet S570. Un appareil unique, mais En tout cas, Oh combien. il va peut-être nous en incroyable. parler à son retour si on Ouais, est chanceux. exactement. on est chanceux. Et tu es aussi là, André Allard, éditeur des Ailes du Québec, Eh bien oui, c'est moi. et Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Bonjour. On commence ça directement Ah avec oui? une bonne nouvelle. Comment ça? Tu commences ça rough. Un nouveau turboprop pour Safran? Oui, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Là. Si t'es le concurrent, probablement pas, mais si t'es Safran dans les Europes, tu es bien content. Donc Safran, donc la division moteur, en fait c'est TurboShaft, c'est l'ancien Turbomeca. C'est compliqué leur nom de Safran quelque chose, Safran autre chose. Là. Puis Snecma, puis... Oui, donc l'ancien Turbomeca qui a décidé de travailler sur la faisabilité d'un turboprop. Fait qu'on va utiliser le moteur, le Hardiden. Puis petite parenthèse ici, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, les moteurs de Turbomeca ont tous des noms rattachés à la région de où sont fabriqués les moteurs. Là. Donc, c'est soit des noms de montagnes, soit le nom des trucs basques, le nom d'un oiseau, etc., qui est dans cette région-là, donc le Pyrénées-Atlantiques, là, dans ce coin-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des noms un peu, tu sais, Arius, Ariel et des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, on va travailler avec le Hardiden et on va le transformer en turboprop. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un turboshaft, un moteur d'hélicoptère, par exemple. Mais là où la nouvelle est intéressante, c'est que la plupart des experts dans le milieu commencent à voir une tentative de Safran pour venir s'attaquer à nul autre que le plus grand de tous, c'est-à-dire le bon vieux PT6 et en deuxième lieu, très loin derrière, le GE Catalyst. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça la nouvelle, là, c'est ce qu'elle cache, cette nouvelle-là d'un nouveau moteur. C'est, on veut venir concurrencer le PT6. Et c'est ça la bonne ou mauvaise nouvelle par rapport à ce nouveau moteur-là. On vise le marché de remplacement, pas les avions neufs. De toute façon, pas forcément. En fait, la façon qu'on envisage ça, c'est plus une question de dire on va éventuellement on va arriver avec des nouveaux modèles, il va y avoir éventuellement un remplaçant au bon vieux King Air, le King Air 2.0, appelez-le comme vous voulez. Là. Donc c'est plus à ça qu'on s'adresse que donc des nouveaux designs. Plus que de dire, admettons, on va remotoriser comme Blackhawk le fait ou quoi que ce soit avec des PT6. Fait que ça, c'est intéressant. Blackhawk remotorise des PT6 avec des PT6. Donc, c'est parfait. Ouais. Mais c'est ça. Donc, pour le moment, c'est pas encore tout à fait défini. On sait, ils se sont adjoints les services d'une autre compagnie, ZF Aéronautique, ZF Aviation, excusez-moi. Donc qui va fournir l'hélice et tout ça, mais pour le moment on est en train de voir là, où est-ce qu'on va placer ça. Ça va dépendre aussi de la puissance du moteur. OK. Donc la puissance va dicter ce qu'il va pouvoir remplacer. Là. Donc voilà. Très bonne nouvelle, effectivement. Oui. Et tu nous as déjà parlé un peu de Pratt, mais ils s'en sortent bien malgré la pandémie. Là on switch, on s'en va à Big Pratt. Donc, de ce côté-ci de l'Atlantique. Pratt & Whitney qui est présente aux États-Unis, à Hartford. Donc nos amis de Hartford qui, eux, profitent à fond la caisse de la pandémie. Puis c'était quand même intéressant parce que on a quand la pandémie est arrivée, puis quand tout le monde est resté chez lui ce printemps, on s'est dit c'est une catastrophe, tout va planter, tout va. Mais comme certains le savent déjà, il y a certaines compagnies, certaines industries qui ont été capables de faire passer leur industrie comme étant un service essentiel. L'aéronautique en était un. Et ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis de garder les usines ouvertes. OK? Jusque-là, rien de nouveau.
Et ça a été très bien fait d'ailleurs parce qu'on n'a connu aucune éclosion particulière dans ces milieux-là pour l'instant. Oui, mais de toute façon, ceux qui connaissent Pratt, entre autres, OK, on parle beaucoup de Pratt à l'aéropod parce que on a la chance de côtoyer beaucoup de gens qui travaillent là. Ceux qui connaissent Pratt et ces grosses compagnies-là là, savent que ils font jamais rien à moitié. Là. Donc, je n'en attendais pas moins d'une compagnie qui veut pas que tu lèves plus que 25 livres, OK? Donc, on ne déconne pas avec l'éloignement social. Et pour les Européens qui nous écoutent, c'est à peine 11 kilos. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très, ils sont très contrôlants au niveau santé-sécurité. Donc, ce n'était pas un problème. Et donc, ça leur a permis de garder les usines ouvertes. Et donc, ça leur a permis de mettre un plan en place pour s'occuper des geared turbofan, donc des moteurs, le fameux moteur avec l'engrenage, la boîte de réduction, qui est installé sur les A320, sur la bonne vieille C-Series, maintenant A220, le Embraer, ton avion préféré, André, et le Mitsubishi un jour peut-être. Donc, tout ça pour dire qu'on a profité de la pandémie et on en profite encore pour faire rentrer les moteurs à la shop, vu que les avions volent pas. On les fait rentrer pour pouvoir les retravailler, les réparer, modifier ce qui a besoin d'être modifié. Donc, par exemple, on se rappelle qu'il y a un gros problème d'un point de vue métallurgique au niveau des turbines haute pression. Non, excusez-moi, des basses pressions. Et donc, on va en profiter là, il faut splitter, il faut ouvrir le moteur carrément, là, rentrer dans le cœur du moteur. Donc, on va pouvoir le faire, on va pouvoir en profiter. Mais vas-y, André. Non, continue, je vais juste faire une précision à la fin de... OK. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que notre compagnie aérienne préférée, pour qui on a un petit faible, OK, cette incroyable Delta Airlines, en fait c'est Delta TechOps. On en a parlé abondamment déjà dans le passé. Delta TechOps, Delta qui a fait le pari de eux autres, au lieu de se débarrasser de la maintenance, de se lancer à fond là-dedans. Donc Delta TechOps qui existe depuis très longtemps mais qui n'a pas disparu avec le temps. Eux autres, c'était ouvert. La shop, j'en avais déjà parlé. Une shop immense qui fait, sans blague, 3-4 terrains de football américain en termes de superficie. C'est énorme, cette nouvelle shop moteur-là. Eux autres ont eu un ralentissement de la cadence, bien évidemment. Donc, ils sont allés voir Pratt, Big Pratt, pour leur dire, hey, on est déjà un partenaire, parce qu'ils avaient déjà une entente pour travailler sur les moteurs, les geared turbofan, entre autres sur les leurs, mais aussi sur ceux de clients potentiels. Donc, la shop de Delta TechOps est une shop reconnue Pratt au niveau du service. Fait qu'eux autres ont dit, ben si vous voulez, on peut embarquer avec vous. Donc, ce qu'ils ont officiellement dit, c'est we can step in là, si vous voulez. Donc, ça a donné de la capacité supplémentaire à Big Pratt pour travailler sur les geared turbofan qui avaient des problèmes. Il y a une énorme campagne, on le sait, on en parle abondamment depuis très longtemps. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Pratt, donc, tous leurs enjeux de rétrofit ça, de solutions vont être réglés à l'issue de la pandémie. Peut-être pas tous, là, faut pas non plus se leurrer là-dedans, mais ça leur donne une très très bonne position pour être capable de répondre à un maximum à la problématique. Puis ça, par exemple, l'Inde, qui, on se rappelle, avait grandé Indigo. L'Inde s'est dit très satisfaite du plan mis de l'avant par Big Pratt. OK. Donc, ce qui va peut-être être capable, le fait que l'agence de l'Inde est très satisfaite du plan, ça va peut-être leur donner une petite marge de manœuvre aussi où ils vont pouvoir adoucir un peu les mesures parce ils voient que Pratt fait de très gros efforts pour être capable de faire entrer les moteurs à l'achat. Donc, ça va donner le temps à Pratt de faire maturer le programme, mais je dois te corriger. Quand tu as dit tantôt que les avions ne volent pas, il y a une exception. Plus de 95% de la flotte mondiale d'A220 est en service et elle vole. C'est vrai, c'est un bon point, mais quand on dit que ne vole pas, c'est pas au niveau du geared turbofan, André, mais c'est une très belle clarification par exemple parce que c'est un excellent point. Sauf que le fait que la shop en elle-même, les shops de Pratt, ne soient pas occupées à 100% parce que d'autres ne volent pas ou ne volent plus ou ne voleront plus jamais. Ça libère des capacités. Ça libère des capacités, des spots ou des slots, ça dépend comment on parle. Là. Mais de toute façon, tous ces rétrofits-là étaient faits
à l'aide de spare au niveau des opérations, là. Donc, oui, ça change. Non, mais ça t'as pas le choix, là, parce que de toute façon, c'était la stratégie de base, c'était de monter un pool, comment on dit pool en français, là? Un inventaire. Un inventaire de moteurs de rechange. Tu vois, Olivier est pas là, hein, parce que je me débrouille, hein. C'est bon, on compte sur toi, André. Donc, fait que oui, c'est vrai que ça se fait de toute façon, ça se fait à travers ce pool de moteurs-là, là, de moteurs de rechange, là, de spare. Mais il reste quand même que ça te prend de la capacité au niveau des shops. Puis ça, ben si c'est pas parce que le moteur vole moins, ce qui n'est pas le cas, ben c'est parce que d'autres programmes ont disparu ou sont moins occupés. Donc c'est ça qui te donne une certaine capacité à ce niveau-là. Et Delta TechOps va pouvoir aider directement au niveau du Gear Turbofan. Eux autres, c'est pas au niveau de... Parce que ça aurait pu de déloader Pratt sur d'autres programmes et pour que Pratt puisse embarquer sur les Gear Turbofan, mais Delta TechOps à Atlanta va embarquer directement sur les... Donc, le client... Et ce faisant, se développer une superbe expertise. Et voilà. Mais ça, c'est clair maintenant, c'est avoué, ils s'en cachent même plus. De toute façon, ils n'ont même pas besoin, ça a l'air de faire l'affaire de Pratt, là. Ce qui aurait pu être la seule organisation qui en aurait été frustrée. Oui, ben mais ça, encore une fois, ça dépend toujours de la vision que tu as. Visiblement, les autres majors ont décidé de laisser faire ça parce que la plupart des majors américaines, par exemple, pour ne parler que d'elles, elles avaient ces capacités-là à un moment ou à un autre, là, que ce soit en même temps que les autres ou quoi que ce soit. Pas seulement les Américaines, on a fait la même chose ici. Exactement. On avait une engine shop qui fonctionnait très bien. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour Pratt, ça va leur donner un peu de répit, c'est intéressant, c'est aux États-Unis mais quand même on les aime bien. Oui. En même temps, juste de donner du bon service, c'est toujours champion pour la suite des choses. Exact. Excellent. Avjet récupère un gros contrat, André. Ouais, ben en fait, on en a discuté un petit peu avant l'émission, puis le plus gros fournisseur de services au sol à travers le monde, c'est encore Swissport. Oui. Ils sont présents à Montréal, mais à Montréal, ils sont en train de, de se faire botter le derrière par une compagnie québécoise qui est Avjet Holding Transsol. Avjet, en réalité, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'aviation, là, ou qui savent pas l'histoire d'Avjet, c'est que quand Petro-T, M. Terrien a vendu sa compagnie, il a vendu en deux choses séparées. La division Petro-T qui avait des stations-service puis qui fournissait de l'essence ou des services aux voitures, aux camions et tout ça. Ça, c'est Arnois qui a racheté ça. Et la division qui était à l'aviation, donc Petro-T, ça a été racheté par le groupe Avjet. Après ça, Avjet a racheté la compagnie basée à Québec, Transsol, qui offrait des services au sol. Et ils ont développé un modèle d'affaires différent un peu de la philosophie de Swissport et qu'on a vu beaucoup dans les services au sol, c'est-à-dire le plus bas soumissionnaire, on coupe dans la main-d'œuvre, on coupe les salaires, on donne le minimum de services. La philosophie d'Avjet Holding Transsol, c'est complètement à l'opposé. On prend soin de nos employés, on les paye bien. À Montréal, Trudeau, Transsol Avjet, ils ont des autobus chauffés l'hiver où ils donnent le café, ils payent le café et les bains aux employés. L'été, c'est le contraire, ils ont des salles de climatisation, des primes d'assiduité. Quand il y a des périodes de grand froid, après la période de grand froid, ils vont verser une prime d'assiduité aux employés qui se sont présentés tous les jours. Puis c'est toujours le remerciement officiel, puis tout ça, l'été aussi. Donc, c'est une philosophie très différente. Et il a fallu convaincre les compagnies aériennes que de payer plus cher pour le service allait générer des économies. Parce que la philosophie de Transsol, c'est donner un bon service au bon moment, s'assurer que les vols sont à l'heure. Ça a permis à Montréal-Trudeau, entre autres, à l'Air Transat, qui a été le premier gros client de Transsol à Montréal, d'avoir des avions qui sont plus à l'heure, de diminuer les pénalités. Oui. Et au bout du compte, le service que tu payes plus cher te génère des économies dans la ligne et une satisfaction de la clientèle aussi, parce que quand tes avions partent à l'heure, tes passagers sont contents. Mais et ça va vraiment beaucoup plus large que ça. C'est un super bon point que tu soulèves, André, et une très belle histoire que tu racontes, parce que c'est vraiment un bel exemple d'avoir une vision très large de la chose, du service que tu offres, des employés qui sont dédiés. Ça fait, les avions partent à l'heure et tout ça, mais ça fait aussi moins de dégâts, ça brise moins la machinerie, ça endommage moins les avions. Pour l'avoir déjà vu, malheureusement, des bagagistes qui s'en foutent, ça fait des dommages aux avions, donc des primes d'assurance qui augmentent, etc., etc. Donc c'est
un super bel exemple et une très belle histoire, effectivement. Et à Montréal, Trudeau, maintenant, ils sont en train de tasser Swissport, ils sont en train de ramasser les clients. Et en fait, là, pour avoir parlé avec des gens de chez Avjet dans le passé, là, ils ont déjà refusé des contrats à Montréal parce qu'ils disaient, on n'est pas prêt encore, on sera pas capable de livrer notre niveau de service qu'on veut livrer. Mm-hmm. Ils ont toujours eu une philosophie de croissance lente Mm-hmm. où on s'assure, quand on prend des nouveaux clients, de donner le service. Ils se sont demandés d'aller à Toronto. Ouais. Mm-hmm. Il y a des compagnies aériennes. Alors, à Montréal, Trudeau, ils ont maintenant Air France KLM, mais ils ont aussi le groupe Lufthansa. OK. Ils ont Air Transat. Évidemment, Air Canada a ses propres services, donc ils l'ont pas. Ils ont Provincial Airlines, PAL. OK. Donc, ils sont en train de ramasser les services l'un après l'autre. Et quand le contrat d'avitaillement va être renégocié, si ma mémoire est bonne, c'est l'année prochaine, je ne serais pas surpris qu'Avjet Transol soumissionne sur ce contrat. Pour les gens qui nous écoutent, c'est le fameux CAFAS. Ouais, le contrat qui était pas CAFAS. Qui était anciennement CAFAS, là, mais que Swissport a eu. Et qui a été en grève cet hiver. Mm-hmm. C'est le secteur qui était en grève cet hiver. Exact, ouais. C'est sûr qu'il faut être capable de démontrer qu'on a une bonne gestion de risque pour pas qu'il y ait d'autres arrêts de travail. Je sais pas s'ils vont être en mesure de faire ça la prochaine fois. Et voilà. À voir. OK. On a parlé brièvement de Transat, mais la compagnie qui recommence à voler ces jours-ci, d'ailleurs, Ouais. s'enligne résolument pour son positionnement éco-responsable. Oui, en fait, en tout cas, ces derniers jours, on a fait d'une pierre deux coups. Parce qu'on a réceptionné 2 nouveaux avions, donc 2 A321, ton avion de prédilection, André. C'est-à-dire qu'au niveau économique, c'est le champion. Oui, effectivement. Il y a pas, pour le moment, vu que le 757 a disparu, à peu près, là, c'est the avion of the hour. Ce qui est intéressant, c'est que donc Air Transat, on le sait, ça va se constituer une flotte assez pas pire quand même pour ce genre de transporteur-là. Mm-hmm. On parle de 17 appareils qui vont intégrer la flotte éventuellement. Il y en a déjà 6 en stock. Et on a réceptionné donc 2 avions la semaine passée, ces derniers jours. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a fait les vols avec du carburant éco-responsable. Éco-responsable, ouais, on durable. sait pas trop exact. On appelle ça du carburant durable. Mm-hmm. Donc c'est soit fait à base d'algues ou tout autre procédé qui est en train d'être développé. Air Transat également, parce qu'on sait que ces mix de carburant là c'est pas 100% carburant durable. C'est toujours mélangé avec du carburant fossile. Donc, Air Transat a décidé de payer, donc d'acheter des crédits de carbone pour compenser l'utilisation de ce carburant-là fossile, parce que ça peut pas être 100% durable. Donc plein de belles nouvelles pour Air Transat. On est à court de bonnes nouvelles ces temps-ci, fait que je pense que ça en est une pas pire, très intéressante. La flotte qui grossit tranquillement. Ils en attendent d'ailleurs encore. Là, ils en ont 6 en stock. Environ 11. D'après moi, il y en est rentré 3 cette année. Il y en a probablement un autre à la fin de l'année. Ouais. Et après ça, 3 ou 4 autres de prévus l'année prochaine. Air Transat en Amérique du Nord est un leader en matière de réduction de consommation ou de dépendance aux énergies fossiles. Puis du 310 au 321, tu nous disais quoi? C'est par siège disponible, c'est 40% d'économie de carburant. C'est énorme. C'est énorme. Ça a joué beaucoup, ça, dans la décision de sortir les 310 puis d'aller avec du plus moderne. Ouais. C'est assez, moi, ça me coupe la chic. Et on passe aux moins bonnes nouvelles. Un feu dans un 777 d'Ethiopian. Ouais, ça, c'est vraiment bizarre comme nouvelle. Je le mentionne parce que c'est spectaculaire. Je le mentionne également parce que c'est nos amis d'Ethiopian Airlines, donc une compagnie africaine qui tente agressivement, c'est important de le mentionner, qui tente agressivement de se faire une place sur le marché, qui possède 10 777 cargo, donc des vrais 777F, là, pas des modifiés. De toute façon, ça n'existe pas encore, là, ça s'en vient bientôt. Mais donc des vrais 777F en stock, 10 et un qui a brûlé à l'aéroport de Beijing. Shanghai. Shanghai? Shanghai. Shanghai, excusez-moi. OK. C'est encore l'affaire de Pékin, Beijing, Shanghai? Ouais, c'est non. Ça. Non, d'accord. C'est juste Shanghai, Shanghai, t'es un petit peu... Shanghai Pudong.
Ouais. J'adore le nom. Shanghai Pudong. Oui. Ouais, ça ressemble à pudding, ouais. Fait que là, on rit, ouais, mais ça fait pas, c'est vraiment pas drôle. Il y a pas eu de blessés, il y a aucun, c'est que du matériel, mais quand même, il reste que c'est un avion, fait que moi, ça me brise le cœur. Un beau 777 qui a passé au feu. En date d'aujourd'hui, en date de l'enregistrement, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Ouais, 777 cargo. Moi, c'est drôle. Je regarderais voir s'il y avait pas des piles au lithium dans le cargo. Ils disent que c'était que du matériel médical / soutien à la COVID. Là. Ouais, ok. Fait qu'on a peut-être besoin de batterie pour le soutien à la COVID. Mais, je l'ai pas testé, mais je me demande... Tu sais, c'est 50-50 du gel hydroalcoolique, là. Est-ce que ça brûle? Je sais pas ça, s'il le transporte, sincèrement. Il est pas mal produit localement maintenant. Mais ça se peut qu'il y en importe. Ouais, peut-être. Mais peut-être qu'en Afrique, il y en importe, parce que l'infrastructure industrielle. Là-dedans. Ouais, Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il y en avait dans Mais tu sais, écoute. L'avion s'en allait en Amérique du Sud, by the way. Il y a été une époque où il y avait un embargo sur l'Afrique du Sud. South African Airlines transportait beaucoup de matériel médical, elle aussi. Matériel médical qui est rendu en Afrique du Sud permettait d'alimenter l'industrie militaire, tu sais, l'armée. Oui, absolument. Un K-47 pour faire des injections, ça fonctionne. Ah ouais, regarde ça. Mais pour répondre à la question que tu n'as pas posée, André, il s'en allait en Amérique du Sud, l'avion en question. Okay. Et la raison pour laquelle je prends le temps de mentionner cela, c'est que ça fait suite à ce qu'on a déjà dit dans les semaines passées, c'est que Ethiopian veut agressivement prendre des parts de marché et se positionne partout. Ceux qui regardent l'aéronautique, les nouvelles aéronautiques ces derniers jours, ces derniers mois, vous aurez remarqué que Ethiopian est présente partout. OK? Mm-hmm. Partout, on voit beaucoup d'avions. Les avions volent et cumulent les heures comme ça se peut pas là, en ce moment. Et j'avais déjà mentionné dans le passé que ils veulent se positionner comme étant the transporteur au niveau de la Chine vers l'extérieur. Ils veulent prendre une place prédominante. Ils veulent devenir le transporteur officiel d'Alibaba, rappelez-vous. Et compte tenu du fait que présentement, l'Afrique est la région mondiale où on a vu la plus forte baisse du trafic aérien dû à la COVID, eux s'en sortent particulièrement bien comparé à leur stratégie d'acquisition de transporteurs régionaux en Afrique. Mm-hmm. Vous savez qu'ils sont actionnaires, propriétaires à moitié d'un paquet de transporteurs régionaux au niveau de l'Afrique. Mm-hmm. Ça leur permet d'avoir un pied un peu partout et donc d'avoir des feeders, des régions. Exactement. Un réseau qui alimente la ligne principale. Un réseau d'affluents. Exactement. Oui. Excellent. Parlant de quelque chose d'excellent, je pense que les Britanniques ont des bonnes nouvelles pour l'aviation durable. Ben oui, toi, ça vient mettre une petite... de la façon que moi je le perçois, ça fait une petite gifle sur les OEM, on va dire, traditionnels. Donc, autant Dash 8 que nos bons vieux amis d'ATR. Parce que là, c'est une compagnie... pour le moment, c'est un bureau d'ingénierie. Donc, c'est vraiment... c'est un petit peu comme les Russes. Là, c'est un bureau de développement, de design qui a eu l'idée. Mais c'est probablement pas lui qui va manufacturer. Là. Ils ont l'idée d'arriver, de faire fabriquer d'ici 2028 un avion régional 70 passagers. Fait que ça, pour ceux que ça intéresse, c'est un concurrent direct au Q400 et à l'ATR 72. On veut un avion hybride pour commencer. Éventuellement tout électrique, mais on veut un transporteur régional électrique. Donc ce qui est fort probable qui va arriver, c'est qu'on va travailler en premier lieu avec un système soit de génératrice ou de générateurs installés sur des turbomachines. La configuration exacte n'est pas vraiment encore placée. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais si on veut s'enligner le plus possible vers pour que l'avion soit le plus carboneutre possible, on devrait y aller avec une approche hybride de type génératrice, donc avec un turboshaft qui va alimenter des énormes générateurs et qui va alimenter de 2 à 4 moteurs électriques. Donc c'est un petit peu l'approche qu'on a. Puis si vous regardez au niveau des ranges, on parle d'à peu près 800 à 1000 kilomètres? Non, nautiques. Nautiques? OK. Ouais. Ah, c'est beaucoup. Ouais, quand même. Et quand est-ce qu'on verrait cet avion-là? Ils veulent que ça vole pour 2028. Interesting, maybe. J'ai hâte de voir. Hey, mate. Ah non, c'est en Australie, ça. I find it highly interesting. D'accord. Sur cette bonne note, on va faire un petit tour en Europe. Le Brexit
Ah non, pas lui. S'enligne pour ne pas... En fait, n'avance pas bien présentement. Les négociations n'avancent pas bien. Les deux camps sont pas mal campés sur leur position. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bojo, il est pas content? En fait, Bojo, il est en train de jouer la carte. Moi, ça me dérange pas si on sort avec pas d'entente. Ça me dérange pas de jouer selon les règles de l'OMC. C'est correct, je peux vivre avec ça. Okay. Ça commence à être sa ligne, ce qui est mauvais signe parce que visiblement, il est en train d'essayer de mettre de la pression sur l'Union européenne. Du côté de l'aéronautique, ça pose certains défis particuliers, principalement au niveau de la mobilité des pièces et des composantes et tout, et de la main-d'œuvre. Et là, de chaque côté de l'équation, présentement, on est en train de se dire passablement inquiet sur la complexité de ça qui se rajouterait à la pandémie. Donc, d'un côté, ils disent, à côté de la pandémie, il y a rien là. L'histoire du Brexit, on peut gérer ça, mais le problème, c'est l'accumulation des problèmes, justement. En tout cas, présentement, les grands exécutifs de l'aviation ont commencé à mettre un petit peu... leur bille dans le panier pour essayer de faire pencher la balance du côté d'une entente. Je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est quand même pas l'urgence, on parle de dans 6 mois, mais je vous rappellerai, et on en avait discuté dans un épisode passé, que la Grande-Bretagne a fait le choix de sortir également de ISA. Oui. C'est probablement un plus gros problème encore que celui des mouvements commerciaux, là. Donc la question réglementaire. Ceux qui ont déjà dealé avec l'ISA vont savoir que c'est compliqué. Ça, puis potentiellement l'Angleterre avait perdu aussi de l'expertise pendant les 20 années qu'ont duré le fait de pas avoir leur propre agence. En tout cas, tout ça pour dire que ça a pas l'air d'être parti pour être simple tout ça, et que bien que ce soit pas la plus grosse mouche sur notre pare-brise actuellement, ça va quand même probablement poser problème. À suivre de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un député européen cette semaine qui disait dans un article que le Brexit était à l'image de l'ISA, le ASA. Compliqué. Non, ça va être super. Mais c'est quand ton propre député te blast, te coule. Là, Mais en fait, le Brexit, on n'a jamais vraiment eu d'entente bien définie. Quand il y a eu l'entente sur le Brexit, c'était un document de travail, c'était une base de travail pour dire « OK, c'est correct, on va faire le Brexit, voici les grandes lignes ». Puis on dit souvent le diable est dans les détails, en ce moment. Absolument. On est dans les détails. Mais honnêtement, je pense que personne n'est capable de dire c'est quoi exactement. Ça comporte quoi, ça couvre quoi. En ce moment, là, honnêtement, je ne pense pas que ce soit défini au point de dire voici ce qui va se passer, voici ce qu'on voulait. Non, justement, c'est ce qu'on est en train de négocier. Non, parce que c'est pas unilatéral, en fait. Non, mais même au niveau du... parce que oui, t'as raison, là, on est en train de le négocier, fait que ça se peut que ce soit pas clair, mais avant même ça, tu sais, les gens ont voté pour le Brexit. Bon, OK, on sort de l'Europe, d'accord, mais ça comporte quoi? Oui, mais on s'entend, je pense que les gens ont voté pour une idée ou un concept de « on veut être indépendant » et comprenaient pas du tout ce que ça impliquait, là. Tu sais, dans le fond, en fait, on rentrera peut-être pas là-dedans mais en gros, l'objectif des gens, c'était d'arrêter l'immigration. C'était ça le principal problème des mais de toute façon, OK, mais c'est vrai que c'est un bon point, puis on s'éloigne de la raison d'être de l'aéropod, là. Ramène ça à l'aéronautique, puis on en jasait un petit peu en préparation cette semaine. La plupart des gens qui connaissent un petit peu ce qui se passe au niveau de l'aérospatial, j'y vais vraiment large, là, au niveau de l'aérospatial en Angleterre, savent que, sincèrement, là, OK, puis en toute bonne foi, là, il se passe pas grand-chose en aérospatial en Angleterre, dans le sens où il y a eu les années 50, 60, début des années 70, où on a eu des super programmes de fous avec des avions supersoniques et tout ce que tu veux, là. Des projets de recherche et on a tout arrêté ça, là. C'est pas parce qu'on fabrique ou qu'on fait partie de Augusta Westland, Leonardo aujourd'hui, il y a même plus de nom. Le nom est même plus là, il y a l'usine de Belfast un petit peu, mais je veux dire, mais sincèrement, là, puis je le dis, puis les gens qui nous écoutent, je veux vraiment qu'ils comprennent que c'est vraiment pas une vacherie ou quoi que ce soit. L'Angleterre a déjà perdu son edge au niveau aérospatial, fait que ça aurait pu, mon point, c'est que ça aurait pu, à travers le Brexit, de dire, écoute, on va essayer d'aller récupérer quelque chose, on va essayer de retravailler, on a tout perdu, mais ils ont tout perdu, et il n'y a aucun plan pour dire, sur ce secteur-là, en particulier, on pourrait essayer de... Puis regarde, pour le transport aérien en Europe, la plupart des compagnies de location et les compagnies qui louent qui font du crédit bail, les avions sont enregistrés en Irlande. Ouais.
C'est un problème, là. Puis l'Irlande, eux, ils ont voté contre le Brexit. Ouais. Parce que leur entreprise est fortement internationalisée. Là. Et l'Écosse avait voté contre l'indépendance parce qu'ils voulaient le Brexit. Regarde, je sais pas où ils s'en vont. C'est compliqué. Puis disons que, comme tu dis, ça aide pas nécessairement un secteur qui était déjà en difficulté. Mais il n'y a pas de plan, c'est ça. C'est que c'est-tu pour essayer de retrouver ce edge-là? Oui, mais non. Là, si Olivier était là, il pourrait nous parler on veut faire un Tempest, là, une espèce d'avion de chasse furtif, là. Mais la grosse question que les experts se posent, c'est est-ce qu'on a cette expertise-là, justement, pour le faire? Ça, c'est une autre histoire, mais de ce que j'ai compris, en tout cas de l'opinion des exécutifs européens, non. Ben, c'est ça. On avait besoin de l'immigration et on vient de la couper. Si on ramène ça à ce qui nous concerne, là, au niveau du plan, il n'y a rien de clair, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Surprise! Hein? Thales a des résultats en baisse. Je me demandais drôle, là, c'est pas ça, mais je me demandais ce que c'est que tu allais me garrocher quand tu as dit le mot surprise, mais bien évidemment, Thales c'est un joueur important dans l'industrie aérospatiale européenne et comme tu dis, surprise, comme entreprise dans le secteur de l'aérospatial, les ventes sont en baisse. On a donné les résultats financiers du deuxième trimestre et de la première moitié de l'année. Je vais vous donner des chiffres, ce sont des euros, OK? Donc, les ventes se sont établies à 7,5 milliards d'euros. C'est une baisse de 6%. Par contre, quand on regarde les profits avant impôt, on est à 348 millions comparé à 820 pour la période correspondante, les 6 mois correspondant en 2019. Donc, une baisse de 63% des profits. On est-tu vraiment surpris? Non, Thales, c'est un... Mais dans le fond, pendant cette crise-là, les profits ont descendu énormément plus que les ventes. Oui. Donc, on a des problèmes à gérer nos opérations actuellement. Oui, ben il y a des réorganisations à faire. Oublie pas qu'on est en Europe, mettre du monde à pied, ça coûte cher. Ouais. Il y a tout Est-ce que ça a été commencé là-bas, tu penses? Pour le cas de Thales, j'ai pas de chiffres mais encore. Je suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de ces compagnies phares-là, parce que Thales, Safran et tout ça sont considérés comme des compagnies importantes, parce qu'ils font partie d'un noyau là, d'industriels. Ils font pas partie du fameux programme de subvention, tu gardes les emplois, là? Ouais, possiblement, mais ce qui arrive, c'est que quand tu baisses tes activités ou ta production de 5 ou 10%, tes frais fixes restent les mêmes et c'est souvent la partie la plus rentable de tes activités là que tu viens de perdre. Il y a des clients qui ont vendu, ils ont livré, mais ils ont peut-être pas été payés. J'aimerais voir les comptes à recevoir de Thales, ça doit commencer à grimper. Fait important à mentionner dans le cas de Thales, c'est que les revenus du secteur digital, sécurité, tout ce qui est intelligence artificielle, Thales a beaucoup investi et les revenus sont maintenant en hausse sont à 1,5 milliard d'euros. Okay. Pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, c'est pratiquement le double de ce que ça avait été l'an passé. Mm-hmm. Donc, c'est une division qui est en hausse. Puis, ce qui va aider Thales à se sortir du trouble ou à se maintenir à flot, c'est les revenus de défense et sécurité. Défense qui était à 2,5 milliards de dollars pour le trimestre, le semestre en cours. Thales s'attend à de bons revenus de ce côté-là ou une augmentation dans la deuxième moitié de l'année. Ouais. Ben, écoute, on leur souhaite, honnêtement. Ouais. Parce pas que c'est vraiment quand même surprise, un équipementier assez important, là. Ouais, tu sais, comme les compagnies américaines qui ont bon, on n'est pas dans le sujet, mais tu sais, qui ont donné les résultats financiers cette semaine, ça vaut même pas la peine de le dire. T'sais. Ça va mal. On le savait. Y a-tu quelqu'un qui le savait pas? Et vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on parlait à Madame Chantal Duchesne, oui. Elle nous disait comment la structure d'aide à l'industrie était pas du tout efficace pour les aéroports actuellement. Ouais. Eh bien, en Europe, c'est la même chose. Donc, le groupe qui représente les aéroports internationaux, en fait, les aéroports, est en train de militer pour de l'aide. Ils sont en train de dire que les packages d'aide gouvernementaux qui ne visaient que les transporteurs et les manufacturiers, c'est biaisé, donc c'est one-sided, parce que, dans le fond, l'argent ne se rend pas à eux. Donc, la même chose que ce que Mme Duchesne disait. On va être content de l'apprendre. Oui, et ça n'aide, mais ça ne l'aide pas. Tout le monde a le même problème actuellement. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'une gestionnaire d'aéroport en région au Québec
a exactement les mêmes problèmes. les mêmes problèmes que des aéroports internationaux européens. Ouais, ben ça tente à prouver que le problème est structurel et donc il faudrait faire quelque chose parce qu'il y a aucune situation dans laquelle ça évolue favorablement. Dans le fond, les transporteurs ont coupé des routes, ils ont moins de passagers dans les vols, les mesures de distanciation sociale sont difficiles à l'intérieur des aéroports et même si certaines activités sont maintenues, ils sont un fournisseur comme un autre, donc ils sont peut-être pas payés. Ce qui est en train d'arriver actuellement. Donc, on va voir ce que ça va donner de leur côté. Donc, si le gouvernement européen, qui jusqu'à maintenant a été très prompt à supporter son industrie, décide de supporter les aéroports, il va probablement falloir suivre ailleurs dans le monde pour. Puis de toute façon, ils vont peut-être montrer une meilleure pratique dans le fond, là, donc comment bien supporter son industrie. On y reviendra un petit peu plus tard quand on va parler de ce qui se passe quand on supporte l'industrie. Oui. Bref, on y reviendra. Greg, British Airways va faire des licenciements. Oui, puis en fait, c'est pas... je prends l'exemple de British Airways parce que c'est une grosse compagnie. Puis donc c'est pour donner un exemple, mais il va probablement, sensiblement se passer la même chose un peu partout à travers la planète, là. Mais là où je trouvais ça intéressant, c'est que au niveau de British Airways, donc on parle d'à peu près 270 licenciements au niveau des pilotes. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, puis c'est là le point important, c'est que le syndicat, juste pour le mentionner, je trouve ça intéressant, l'acronyme c'est BALFA. C'est la British Airline Pilot Association. Qui a réussi à dealer quelque chose d'assez intéressant avec le groupe IAG, qui est la maison mère de British Airways, je le dirais pas, Iberia et Feu, s'il reste quelque chose de Level. Donc, on parle d'à peu près 4300 pilotes, là, c'est quand même assez gros comme bassin de pilotes. Puis ce qu'ils ont été capables donc de négocier, c'est des licenciements assez limités. Ils ont également discuté pour essayer de garder des pilotes payés en stand-by pour si jamais il y a une reprise. Et ils ont également discuté pour mettre en place des baisses de salaire, 20% cette année, puis 8% les 2 années suivantes. Là, vous avez remarqué que j'ai parlé de discuter de. C'est une entente qui a été signée entre le syndicat et IAG, mais il faut que ce soit voté. Donc, un des points, puis ceux qui nous écoutent et qui ont affaire avec des syndicats comprennent très bien ce que je suis en train de raconter là. C'est que ce qui est discuté avec le syndicat ne sera pas forcément approuvé par les membres. On semble dire qu'il devrait y avoir quelque chose qui devrait fonctionner là-dedans, mais les pilotes là comme tels disent que c'est agressif et outrageous. Ouais, mais ce sont des Britanniques. Je pense qu'ils sont capables sont plus réfléchis, ils vont être capables essayer de négocier une entente comme ça avec le syndicat des pilotes d'Alitalia. Bonne chance. C'est sûr que ça risque d'être compliqué, mais c'est certain que si les majors se mettent à se restructurer sur tous les sens du terme, là, dans tous les sens du terme, au niveau de rationaliser la flotte, les lignes, on va couper certaines routes. Air Canada l'a fait ici. Donc, je veux dire, il va falloir qu'ils s'attendent à du changement. Il y a quelque chose qui va changer. Je les supporte. C'est nos collègues, c'est nos amis. Mais il va falloir que les gens commencent à comprendre que il va falloir qu'il y ait du lousse quelque part dans le système. Ça va changer. Moi, je pense les choses vont se replacer. Éventuellement, ça va se replacer. Je veux dire, il y aura peut-être moins de vols sur certaines destinations, mais d'autres qui vont s'ouvrir. Fait qu'il va peut-être y avoir un petit peu plus de pilotes qui pourront pas dormir chez eux le soir. Souvent, on en écoute parler. J'ai des collègues, des amis qui ont des routes qui sont assez seniors pour être capables d'avoir ce vol-là qui fait qu'ils peuvent dormir chez eux le soir quand ils reviennent. Des affaires comme ça, il va falloir lâcher du lest un peu, les amis, là. Parce que ce sera plus jamais pareil et où ce sera pas tout à fait comme c'était avant. Donc ça, je pense que l'exemple de British Airways, c'est un très bon exemple. Ouais. Parce que il semble y avoir une discussion, le canal de communication est ouvert entre le syndicat et IAG, et je pense que les deux
ont l'air de se comprendre. Il faut quand même se rappeler, juste pour terminer, que IAG avait prévu de licencier 12 000 personnes. C'est le quart de ses effectifs. Puis ça, c'est ce qui a été annoncé, puis on est en train de travailler sur des plans pour limiter au maximum les dégâts. Je pense que au niveau de l'industrie de l'aviation, je pense qu'à peu près tous les syndicats sur la planète sont conscients qu'on est face l'ampleur du problème ou du précipice dans lequel l'aviation est tombée. Je pense que les gens comprennent là, qu'il faut arrêter faut sortir des ornières habituelles puis commencer à réfléchir sur le moyen et long terme. Sortir des sentiers battus. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment les gens vont réagir. Est-ce qu'on va préserver à tout prix les emplois des plus anciens? Est-ce qu'on va avoir des visées un peu plus durables pour essayer de garder des jeunes? Est-ce qu'on va essayer de distribuer les impacts négatifs sur tout le groupe? Ou bien si on va réserver des privilèges à certains? C'est tout ça qui est intéressant de voir. Puis ça parle beaucoup des cultures d'entreprise dans lesquelles ces discussions-là ont lieu. Tu sais, on n'entend pas du tout les mêmes choses venant de Delta que de d'autres organisations, par exemple, et bon, fait que... Mais c'est ça, mais le problème, c'est que Delta, c'est une exception, c'est un électron libre, là, c'est... Aux États-Unis, ouais. Il y a Southwest aussi qui a cette culture-là. Ouais, c'est vrai, qui est pas pire aussi, mais honnêtement, on peut les citer sur les doigts d'une main, là, les exemples où la compagnie fait vraiment tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver au maximum les emplois. Tout en ayant en tête que certaines affaires vont devoir changer. On risque d'avoir des seniors, des pilotes seniors, par exemple, qui vont faire du Londres-Paris, là, que normalement, c'est des petits jeunes sur des 330 ou des 737 ou du 320, excusez-moi, qui d'habitude font ça. Ben, il va peut-être falloir que tu redescendes puis que tu fasses ta part toi aussi. T'sais. On va voir. Du côté de l'Europe, pour vous donner une petite idée, là, actuellement, on prévoit être de retour à 37% de la capacité à la fin du mois de juillet. Ça, c'est bien sûr comparé à la même période l'an dernier. Donc, on parlait de comment les low cost allaient survivre s'il fallait qu'ils atteignent 75% de leur capacité assez rapidement. Si en pleine période touristique on n'y arrive pas, là, je dirais que les perspectives sont un peu noires pour l'automne prochain. Ben, quand on avait fait le spécial, moi je tablais sur 40% au mois de septembre à l'automne, exact. Ça risque d'être pas loin de ça. D'ailleurs, KLM vient d'annoncer le retour sur toutes ses routes d'ici la fin de l'année, et en attendant, pour retrouver du volume, ils sont en train d'ouvrir des nouvelles routes qu'ils ne couvraient pas avant avec des plus petits appareils. On a probablement ajusté notre je sais pas s'ils ont pensé au A220. Ah non, les autres sont vendus en Embraer. C'est vrai. Je les aime moins soudainement. Enfin, on va voir ce que ça va donner, j'aime mieux la division Air France maintenant que KLM. Ouais. Mais là, on pourrait parler à Ben, notre ami Ben Smith. Alors, on l'invite-tu à venir à l'émission? Si Ben nous écoute, on l'invite à nous appeler. Et sur cette niaiserie, on va faire un tour à Renton. Donc. Oui. Comment ça va à Renton? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Tout va. Il va falloir la trademarker. C'est un peu surprenant. On sait que tous les manufacturiers d'équipements d'origine sont en train de se lancer ou étaient en train, avant la crise, de se lancer tête première dans le mur? Dans l'aftermarket. Oh, l'aftermarket, excuse. L'aftermarket, André? L'après-marché? Oui, le service après-vente. Ou les services après-vente. C'est les services après-vente. OK. Donc, dans les services après-vente. Et là, Boeing frappe potentiellement un grand coup. Je dis potentiellement parce qu'on n'a pas de montant pour aller avec ça. Mais d'après moi, c'est un gros coup. Ben, en fait, ils ont annoncé des signatures sur des ententes, sur des produits de soutien, mais beaucoup de signatures avec beaucoup de transporteurs, dont plusieurs en Asie. Donc, dans le fond, ça, c'est 3 catégories de services différents. Premièrement, des organisateurs électroniques de postes de pilotage ou des Electronic Flight Bags. Oui. Des programmes de maintenance optimisés et des kits d'engine change. Voilà. Donc, dans ces trois outils-là, comme je vous ai dit, la plupart des compagnies sont asiatiques. Par contre, on compte quand même à Alaska Airlines. Oui, exactement. Mais la première compagnie continentale chinoise à avoir signé avec eux, et de ce qu'ils disent, actuellement, ils supportent plus de 2500 appareils. Ce qui est intéressant là-dedans, les amis, c'est que Boeing est visiblement pas en train de suivre le conseil de Kevin Michaels. C'est-à-dire? Kevin Michaels, dans une de ses chroniques des dernières semaines, avait mentionné que dans le but de sauver l'écosystème aéronautique aux États-Unis, aux États-Unis seulement, il faudrait qu'ils arrêtent d'aller chercher les profits dans les poches des fournisseurs. Là. Exactement.
Parce que ça, ces services-là, à part peut-être les flight bags, là, mais il y a beaucoup de services et de petites affaires, tout ce qui couvre l'aftermarket, je vais le dire en anglais là, parce que ça nous donne plus une meilleure image. Là. Tout ce qui couvre l'aftermarket, on le sait que la plupart des OEM ont vu là-dedans la manne, puis sauf qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui allaient chercher de l'argent là-dedans, qui leur permettait également de couper au niveau production. On avait un équilibre qui se faisait. On est en train de se demander si c'est et c'est le point de vue, on s'entend, je me fais l'avocat du diable, c'est pas comme ça que je pense, mais pourquoi Boeing laisserait des profits sur la table? C'est ça la question. Ils sont en train de, pour quelqu'un qui lutte pour sa survie, je vois. C'est clairement quelqu'un qui s'en contrefou, là. C'est tout. La question. Pourquoi ils feraient ça? Parce que c'est des cons. Mais s'ils le font pas, s'ils le font pas, est-ce que ça va vraiment aider l'industrie aérospatiale américaine, oui ou non? La question, c'est ça la question. Moi, je suis d'accord avec. Ce qu'on voit sur, comment l'industrie américaine a de la difficulté à passer à travers la crise, c'est clair que s'il y avait eu des flux de trésorerie un peu moins serrés, s'ils s'étaient pas fait autant, passez-moi l'expression, mais squeezé dans les dernières années. Et par Airbus et par Boeing. Les deux gros fabricants. Oui, absolument. Mais le point, tu sais, je recite l'article de Kevin Michaels. Lui, il s'attardait au cas de Boeing parce que c'est ce qui l'intéresse le plus. Il habite aux États-Unis. Et c'est celui qui est le plus en difficulté. Mais la question, c'est vraiment de dire, oui, mais ça, tu sais, est-ce que ça aiderait vraiment les tier 2, les fournisseurs vraiment de plus bas niveau? Est-ce que ça les aiderait? Oui, ça les aiderait. La question, c'est pas de savoir oui, ça les aiderait parce que ils allaient chercher une partie de ces flux de trésorerie-là. Ça venait du service après-vente qu'il couvrait au nom de Boeing ou d'Airbus ou ça existait ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que Boeing s'est tourné vers cette source d'argent là. Parce que oui, il y avait de l'argent là-dedans. Ouais, mais ça fait des années, et ça date pas d'hier, l'orientation de Boeing pour le service après-vente. Il y a 2 ans, je me souviens d'avoir vu les objectifs de croissance, c'était énorme. Oui, absolument, ouais, absolument. C'est juste que là, on commence à voir les effets de cette stratégie-là, c'est-à-dire que on commence à avoir un géant au pied d'argile si on considère l'écosystème en entier. Oui. Les très, très grosses compagnies qui vont avoir de la difficulté à s'appuyer sur leurs fournisseurs parce qu'ils les ont fragilisés. Ouais. Et là, on sait pas combien ils risquent d'en perdre actuellement, là, mais je voudrais pas gérer des chaînes d'approvisionnement au jour d'aujourd'hui. Il y a eu un article de Reuters récemment à ce sujet-là, la chaîne d'approvisionnement et l'industrie aérospatiale américaine, qui est en situation de détresse en ce moment. Ouais. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait le recours au Chapter 11 aux États-Unis, là, de la deuxième moitié de l'année, ça va s'accélérer. Là. Il y a des fournisseurs importants de Boeing là-dedans aussi qui devraient y passer. On va certainement en reparler. Oui. On vous avait déjà parlé aussi du comité du Sénat qui est en train d'évaluer la possibilité de réglementer ou de changer un petit peu la réglementation en lien avec les certifications pour les nouveaux produits aéronautiques. Oui. Et ces mêmes sénateurs ont demandé d'avoir accès aux résultats d'un sondage que la FAA passait à 16 employés. OK. Dont, bien entendu, ceux qui sont en poste à l'intérieur c'est-tu des vieux des sondages de quand? C'était plutôt récent. Je pense que c'est peut-être régulier. On parlait de 2 ans. Fait que oui, c'est ça. C'est peut-être à tous les ans qu'on fait ça. Ce qui aurait du sens en même temps parce que ça a l'air un peu moins suspicieux si tu le fais régulièrement puis t'as juste tu sais. Puis en même temps, c'est vrai que la structure est particulière. Avoir tes propres employés rentrer à l'intérieur des équipes extérieures. Tu veux peut-être aller chercher plus d'informations sur comment ils se sentent sur le terrain. Tout ça pour dire que ce que ça me dit, c'est que les sénateurs ne font pas confiance aux dirigeants de la FAA pour leur donner le pouls de leurs équipes sur le terrain. Ils veulent vraiment avoir accès directement aux résultats du sondage. OK. Et on a appris par le fait même que la FAA avait envoyé 2 lettres à Boeing pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que certains de ses employés à l'intérieur de l'organisation, donc au printemps 2019 et en mars de cette année, ressentaient des pressions indues. T'as minute, cette histoire-là, on en a entendu parler abondamment l'année passée, la pression de Boeing sur les employés de la FAA. Ça a sorti dans les médias octobre-novembre, c'était le gros. Puis là, t'es en train de me dire qu'au mois de mars cette année, la FAA a encore envoyé une lettre à Boeing, slack les pédales un peu, là. C'est ce qu'on comprend.
Puis tu sais, on le sait, il y avait tellement de pression pour essayer de recertifier l'avion, ça devait être un environnement vraiment particulier dans lequel évoluer. Ça me surprend pas tant que ça, mais ça dit aussi, et on en a parlé souvent, de l'arrogance de Boeing, comme quoi culture. Oui, tu sais, même avec des problèmes qui sont sus, avec la pression de l'organisation réglementaire, quand même, on était sur le dos des représentants gouvernementaux, là. Oh, en tout cas, je suis surpris puis je suis pas surpris, là, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tristounet et pas nécessairement de bon augure, là. Sans commentaire. Ouais, ils nous ont, ouais, OK. Ouais, mais parlant de mauvaise perspective. Pour le Max? Ouais. Comment ça s'enligne, André? Ben, au moment, quand j'ai commencé à préparer ce sujet-là ou l'émission, ce qui ressortait, c'est que, la FAA a décidé d'effectivement tenir une période de commentaires ouverts au public, où le public peut commenter sur les changements proposés à faire sur le MAX. Ça peut être les changements à la structure ou à l'avion comme tel, comme le déplacement des câbles, la reprogrammation du MCAS, ces choses comme ça. Et également sur les changements sur la formation des pilotes aussi. Normalement, quand la FAA fait ça, c'est une période de 30 jours. Là, ils ont décidé que ça serait 45. Est-ce qu'ils s'attendent à un volume élevé de commentaires? C'est fort possible. Et après, la FAA doit prendre ces commentaires-là et elle a l'obligation d'y répondre ou en anglais, ils disent « You have to address the comment », tu sais. Ouais, il faut régler, il faut s'en occuper. Oui, c'est ça, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper s'il y a des commentaires pertinents, parce que t'as certainement des ingénieurs en aéronautique aux États-Unis qui vont soumettre des commentaires. Ah, les pilotes, des groupes de passagers, oui, ça va être vraiment intense. Ça va être vraiment intense. Donc, t'es dans le 60 à 70 jours avant que ce processus-là, à lui seul, soit complété. On est à la fin juillet, août, septembre, mi-octobre. Et moi, là, ce que j'avais comme information quand j'ai commencé à gratter ça au début de la semaine dernière, c'était vraiment au mieux, du mieux, mi-octobre. Mais là, on commence à parler de, non, même ça, c'est plus bon. Fait qu'on commence à parler de peut-être début 2021, surtout que les compagnies aériennes, elles, veulent pas bâtir des cédules pour l'action de grâce puis le temps de Noël avec un avion qu'ils sont pas sûrs d'avoir en main. Donc, les compagnies aériennes commencent à dire, le MAX, ça va aller au mois de janvier. Le Boeing est en train de manquer un autre échéancier parce que souvenez-vous qu'on disait fin septembre. Avant la fin. La fin du troisième. Oui. Ouais, le troisième trimestre de l'année en cours, on l'a ça, c'est pété, c'est fini, c'est mort. Donc, on s'en va vers le presque 2 ans d'interdiction de vol, mais on dirait que plus ça va, plus ça se répète, hein. Et de toute façon, ça va pas très bien non plus avec leurs autres programmes. On a plusieurs 787 pas livrés. Bon, ça me flabbergaste. OK, tout le monde a de la misère. Le Airbus aussi a des avions pas livrés. Dans le cas de Boeing, l'information précise qu'on a, parce que si j'avais les chiffres pour Airbus, je les sortirais aussi, là. Mais pour Boeing, on sait que normalement, OK, il y a toujours à peu près 20 à 25 avions dans la phase de livraison, prête à partir chez les clients, d'accumuler, là, soit à Charleston en Caroline ou à pas Renton, mais à Everett. OK? Ouais. Et là, on est à 50 appareils d'accumuler. Okay. C'est d'un gros inventaire. On s'entend que c'est pas des avions à 5 $ l'unité. OK? C'est comme pesant. Sinon, j'en aurais plus qu'un dans mon je regarde les modèles que tu as ici. C'est sûr qu'à 5 $ l'unité, il y en aurait de parquer ici à Saint-Hubert. Fait que, ouais, c'est ça. Alors, c'est un autre problème qui s'accumule, d'autant plus que Boeing avait déjà annoncé des réductions de cadence du 787. On est passé de 14 à 12 par mois et bientôt à 10. Donc, malgré les réductions de cadence, on a de la misère à livrer, des clients qui sont plus capables de prendre les avions. Tout va très bien, Madame la Marquise. OK. On va faire un tour de l'horizon par rapport aux nouvelles qui sont liées directement à la pandémie. L'industrie aérospatiale américaine, ça ne va pas bien. On en a parlé un peu déjà. Ouais, c'est ça. C'est Reuters qui récemment a publié sur le fait que là, elle s'attend à ce que les compagnies, les fournisseurs de Boeing, entre autres, doivent se placer sur la protection du chapitre 11 aux États-Unis parce qu'elles font face à une baisse des revenus, conjuguée, comme on l'a déjà dit, au fait qu'elles ont beaucoup moins de profits, qu'elles ont été obligées de réinvestir. Reuters considère que cette industrie-là est en crise. Puis dans le fond, l'information qu'on tente de
d'envoyer aux investisseurs ou en tout cas les gens qui suivent les marchés boursiers, là, tenez-vous donc loin de cette industrie-là aux États-Unis en ce moment. C'est ça le message qui est pas clair et évident, mais qu'on retient de cette... Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est que ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher du crédit du côté de ces compagnies-là. Ça va être plus dispendieux. Donc, on commence à entrer dans ce qu'on pourrait appeler un cercle vicieux. Oh oui, puis regarde, moi je regarde toutes les PME, on a toujours une petite marge de crédit quelque part, tu sais, commercial. J'ai la mienne, là. Puis je regarde mon taux d'intérêt, puis je regarde le sucre que Boeing paye, puis je me dis, je devrais peut-être aller négocier pour Boeing. Mais c'est juste que je suis pas endetté, c'est ça. Ouais, non, il y a ça. Mais il y a tout le côté aussi, tu sais, au niveau de l'industrie, ça va passer, la survie va très certainement passer aux États-Unis, en tout cas, là, va très certainement passer par le militaire. Puis ça va relancer le débat encore des subventions cachées et tout ça. Mais aussi de certains fournisseurs qui sont pas diversifiés dans le militaire et qui pourront pas avoir accès à la manne. Ouais, mais même en ce moment, en fait, là, parce que dans le fond, si toi tu es un petit fournisseur qui fournit des trucs civils, tu pourrais tenter de tu sais, des fois de voir peut-être si tu peux pas modifier ou te faire supporter à travers, tu sais, si tu fournis déjà un fournisseur quelconque là qui fait du militaire et du civil, ben tu peux peut-être lui demander si lui qui a eu la subvention ou qui a eu on s'entend, il faudrait qu'ils essaient de se diversifier. Ouais, mais si c'est pas déjà le cas, il faudrait faire ça vite. Parce que pour rentrer sur un programme existant, c'est très difficile comme fournisseur. Mais même ceux qui sont déjà fournisseurs sur des programmes militaires, mais avant que les commandes soient données, puis que tu commences à fabriquer, puis que tu encaisses les revenus des nouvelles commandes, t'en as pour 2 ans. Ouais, il y a ça aussi, là. Ben, je sais pas si ça peut être aussi long que ça, mais il reste quand même qu'il y a possibilité d'aller chercher un petit peu. Est-ce que ça va être facile? Probablement pas, OK? Mais il y a probablement moyen d'aller chercher un petit peu à droite à gauche, d'aller grappiller dans ces programmes-là, c'est cet argent-là du militaire qui va arriver. On le voit arriver en ce moment aux États-Unis. Et le Boeing il y a des contrats de maintenance, des contrats de les fameux F-15. Si Olivier était là, il nous parlerait très certainement des F-15. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Olivier va nous faire le tour de ses points dans l'Express de cette semaine. Qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. OK. Fait que tu sais, c'est tout ça mis ensemble fait que on est déjà en train de. Puis on s'entend que si le Boeing a ces contrats-là, ben ça découle tranquillement. Donc, est-ce que tous les petits fournisseurs, les petits shops de machinage qui fournissaient 2-3 morceaux par-ci par-là, est-ce qu'ils vont être capables de? Probablement pas tous. Je suis d'accord avec toi. Mais il va y avoir, c'est sûr que tu vas te retrouver avec certains de ces petits fournisseurs-là qui vont soudainement se mettre à fabriquer des pièces pour du militaire parce que son client à lui a reçu de quoi d'un point de vue militaire. Fait que c'est sûr que ça va passer aux États-Unis, on s'entend, probablement pas en Europe, mais aux États-Unis, ça va passer par des... Je suis pas sûre que ça va être assez pour éviter la crise, en fait. Parce que justement, il y a une question de rythme, de combien rapidement tu es capable de faire ces changements-là. Quand tu es déjà en crise, donc tu as déjà un problème de liquidité, investir pour faire des changements, enfin... On va voir ce que ça va donner. On va voir comment ça va découler. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va tomber. Ce qui est certain, c'est qu'au Canada, l'industrie aérospatiale peut pas compter sur les contrats militaires. Ah non, ça c'est clair. De toute façon, on peut pas compter sur le gouvernement fédéral en général, effectivement. Les low cost d'Asie, oui, c'est pas facile. C'est pas facile nulle part. C'est grosse. Moi, celui qui me surprend, c'est AirAsia. Alors, grosse inquiétude, en fait, c'est t'as AirAsia, t'as Vietjet et Indigo, OK? Ces 3 compagnies asiatiques-là, les 3 ensemble ont 476 appareils en livrés ou en service, qui étaient en service, on va dire, avant la COVID-19. Et elles en ont 983 en commande. C'est pas banal. Le problème avec ces compagnies-là, c'est qu'elles avaient déjà de la difficulté avant le début de la COVID-19. Parce que le modèle d'affaires de ces gens-là est basé sur une forte croissance en continu éternel et ça, ben, ça fait qu'ils font des grosses commandes d'avions et ils font beaucoup aussi pour se générer des liquidités. Ils font beaucoup de ce qu'on appelle du sale and leaseback, c'est-à-dire ils vendent pour relouer, c'est-à-dire qu'à la livraison de l'avion,
ils vendent la journée de la livraison de l'avion, contractuellement, ils la revendent à une agence de crédit bail pour la relouer. Souvent, ça leur permet d'encaisser un petit profit au moment de la vente de peut-être 1 million, 2 millions, parce que tu prends des compagnies comme Indigo, ils ont négocié, ils ont commandé 400 avions d'un coup, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a donné un pouvoir de négociation, ils ont obtenu des escomptes supplémentaires. Ouais. Donc, ils génèrent des liquidités avec ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais ils font à peu près pas de profit. Ça fait partie de leur modèle d'affaires. Ça fait partie de leur modèle d'affaires. Et là, tout d'un coup, ils peuvent plus faire ça parce que s'ils prennent l'avion alors qu'il y a plus de passagers à mettre dedans, ah oui, tu vas faire 2 millions de cash aujourd'hui, mais tu vas en perdre 5 dans les 2 prochains mois ou 6 prochains mois. Mm-hmm. T'en prends pas l'avion, tu sais. Mm-hmm. Alors, il y a tout ça. Les gens sont inquiets de ce qui va arriver de ces 3 transporteurs-là. Et là, c'est Boeing et Airbus qui vont être frappés durement et sévèrement si ces 3 transporteurs-là tombent, parce que tout leur modèle d'affaires, eux, c'est en train de s'écrouler. Il n'y a plus de passagers, ils sont plus capables de remplir des avions. Il n'y a plus de passagers internationaux qui viennent visiter l'Asie. Donc, ils sont en... Et la capacité des gouvernements à les aider aussi va être un autre... Et ces pays-là n'étaient pas nécessairement des gros exportateurs. Tu sais, la Chine, il y a une partie de son marché qui va se relever à cause de sa production de matériel médical. C'est pas nécessairement le cas partout là-dedans. Pas du tout. Je pense pas vraiment. Que le Vietnam, les pays qui... C'est ça, les pays qui vivaient beaucoup du tourisme. Ouais, c'est ça. Bon, on parle de la Malaisie, là. Le Vietnam, Thaïlande, eux autres doivent trouver ça tough, là. Ouais. D'ailleurs, Thai Airways a déclaré faillite. Ils se sont restructurés, là. Le tableau des tombés au combat va être très important après cette crise-là. Une coupe de médailles à donner. Je pense que des médailles posthumes. Ouais. À suivre, donc. Tu nous disais, André, que tu avais un petit vidéo intéressant à montrer aux auditeurs. J'ai dit ça, moi? Oui. J'ai dit, oui. Moi, j'étais pas là, je sais pas. J'ai mis la patte, j'ai cliqué, j'ai visionné un petit vidéo faite par Airbus, c'est une vidéo corporatif. C'est la transformation d'un A330 quand il sort de l'usine à Toulouse. À partir du moment où il sort de l'usine à Toulouse et on l'amène à Séville en Espagne pour en faire un A330 MRTT. Comme t'aimes si bien le dire. Le MRTT? C'est une vidéo d'une 15aine de minutes. Et le lien est en... 15 minutes? Dans les notes de l'épisode. Ouais. Puis on explique vraiment avec l'accent... C'est en anglais avec l'accent des gens de Toulousain. Non, des Espagnols. Non, c'est Airbus Military qui fait ça. Puis Airbus Military, ils sont à Séville. Je vous recommande cette vidéo pour voir l'ampleur des modifications. Je vais faire une petite parenthèse, là. Oui. Il fait très, très, très beau aujourd'hui sur l'aéroport de Saint-Hubert et il y a énormément de vols au-dessus de notre tête. Ben oui, mais c'est correct. Pas si on est en plein dans l'axe de piste, fait que on n'a pas trouvé mieux. C'est merveilleux, non, des bruits d'avion dans... Demandez qu'est-ce qui se passe, il fait beau. C'est ça qui se passe. C'est merveilleux, des bruits d'avion dans une émission de... Absolument. Oui, effectivement. On passe à notre dossier spécial. Oui. Cette semaine, messieurs, je pense que je peux dire sans exagérer qu'on a été... Outré? Courroucé? Outré, oui, absolument. Moi, je dirais courroucé. De lire la lettre d'opinion d'un certain... Renaud Brossard. Voilà. Brassard ou Brossard? Brassard. Je sais pas, j'essaie de l'oublier. Un think tank de droite. Oui. Qui a été... qui est dans le fond une lettre d'opinion, mais qui a été présentée un peu comme s'il représentait des groupes de contribuables. Ouais. Bof. Premièrement. Ouais, bof. En substance, son point, c'était plus d'aide gouvernementale pour l'aéronautique, on n'a pas les moyens. On n'est pas capable. Venez, je vous avais parlé de ça, on n'est pas capable. C'est ça son argument de base. Ben lui, il dit, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'on a assez payé, on a assez donné. Mm-hmm. Dans le cas qui nous concerne en ce moment pour la COVID-19, il y a la PCU et il y a la subvention salariale. La PCU, je vais faire en quoi la PCU supporte l'aéronautique actuellement? Là? Ben lui, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, les gens qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique l'ont reçu ou ont eu la possibilité de la recevoir. Mais il y a combien d'industries qui ont eu la PCU au Canada? Mais c'est pas ça. Mais le point, c'est pas ça. C'est que, encore une fois, t'as quelqu'un qui ne fait référence qu'à une seule et unique chose, c'est les salaires. Parce que c'est souvent ce qu'on va sortir les salaires pour dire, chez Bombardier, des dirigeants, là. Les salaires chez Bombardier, chez Pratt et... Mais des dirigeants. Mais même at large. Oui. Même at large. Quand tu dis à quelqu'un,
sais, l'aéronautique, l'aérospatiale au Québec, c'est important, c'est des bonnes jobs. C'est souvent le premier argument qu'on va donner. C'est des bonnes jobs bien payés. Et c'est vrai. C'est vrai que c'était bon job et très bien payé, mais il y a pas que ça, là. Ben, ça fait aussi des gens qui payent beaucoup d'impôts. Mais dans le fond, là, moi... Je parle pas des dirigeants, on s'entend. On va commencer par une chose, là, M. Brassard, il est de la Fédération canadienne des... Le jupon dépasse. Ouais, des contribuables. Oui. C'est un think tank de la droite. Et en fait, M. Brassard se sert de l'exemple de Bombardier pour amener son point il est contre toute forme d'aide gouvernementale. Parce que ces gens-là, leur vision des choses, c'est que le problème, c'est toujours le gouvernement. Pour eux, c'est philosophique. C'est philosophique. Le gouvernement est un problème, plus ce qu'il fait dans l'éducation, dans la santé. La réglementation environnementale, N'importe quoi. Partout où ce gouvernement met ses pieds, c'est mauvais. Fait que, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent du fait que Bombardier puis qu'au Québec, les gens ont été courroucés ou choqués par les salaires des dirigeants, donc, puis l'aide à Bombardier. Il se sert de ça pour amener son point de vue qui, dans le fond, et je le sais, il l'a dit sur son... Je suis allé vérifier sur son compte Twitter, ce qu'il avait écrit dans les... Et le 8 juillet dernier, il a écrit que, dans le fond, la solution pour sortir le Canada de la crise économique causée par la COVID-19, c'était obligatoirement de réduire les dépenses gouvernementales. Réduire, ça veut dire éliminer réduire les dépenses. C'est réduire les filets sociaux et les ça veut dire éliminer la PCU, la SUC, réduire les filets sociaux, donc réduire l'assurance emploi, réduire, couper. Je peux rester un heure. C'est ça, sa proposition. L'industrie aérospatiale, à mon avis, c'est une industrie stratégique. Mais stratégique à de toute façon, beaucoup de points de vue. Commençons au premier point. Là. Si lui considère qu'il peut pas y avoir d'aide gouvernementale, point, il a le droit à son opinion, mais tout le monde, partout dans le monde, qui a les moyens actuellement, est en train de supporter sa population et ses industries d'une manière ou d'une autre. Ça doit être qu'à quelque part, il y a quelque chose d'efficace ou de valide là-dedans. Mais t'as déjà le premier point que, à la limite, dans le pire des cas, si les autres le font, exactement. Si les autres le font, pourquoi qu'on le ferait pas? Ça, c'est le premier argument qui est boiteux. Même, qu'est-ce qui va arriver si on est les seuls à pas le faire? Exactement. C'est boiteux parce que là, pour le moment, il y a aucun argument c'est juste de dire, eux l'ont fait, pourquoi nous autres on le fait pas? Fait que c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez bof comme argument, là. Ouais. Mais il reste quand même que la France l'a fait, les États-Unis le font. Éventuellement, on n'arrête pas de se péter les bretelles et Madame Benoît et Monsieur Chartrand, David Chartrand de la IMTA, ils en ont parlé parce qu'ils ont répondu au dit monsieur. C'est vrai que les autres l'ont fait, on a supporté. Il va falloir éventuellement, on est le 3e pôle aéronautique au monde. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Faudrait qu'on montre qu'on l'est pour de vrai. Bon, ce qui m'amène au deuxième point. Let's go. Parce qu'il y a une différence entre support économique ou pas, point. Ouais. Et après ça, si on décide que oui, est-ce que l'aéronautique devrait être un domaine qu'on supporte? Exact. Et pourquoi? Voilà. Il y a déjà un premier point très important. C'est que si on regarde, admettons, au niveau de ce que ça génère, 25% de la recherche et développement de toute industrie confondue. Toute industrie confondue, OK? Au Canada, 25%, c'est directement ça vient directement de l'aérospatial. OK. Et quand l'argent qui est investi partie dans ce cas-là, au Québec. Oui, la moitié au Québec, parce qu'on s'entend que la moitié de l'industrie aérospatiale est au Québec. Oui. Et quand on parle de recherche et développement, là, l'industrie aérospatiale au Québec, là, la fabrication additive, la fabrication 3D. Quand on parle d'apporter des nouvelles technologies. C'est l'industrie aérospatiale au Québec qui l'amène. C'est pas le manufacturier qui fait des pièces de métal pour l'automobile, il est pas là-dedans, lui, tu sais. Pas encore. L'usine ou la fabrication ou l'usine 4.0, donc l'automatisation de la fabrication industrielle, c'est encore là l'industrie aérospatiale qui l'a fait. Et ce qui arrive, c'est que quand tu supportes les industries aérospatiales pour se avancer dans ce domaine-là, faire de la recherche et développement dans ce domaine-là, éventuellement, ils développent des procédés, des méthodes de fabrication, ils s'améliorent. Et une fois qu'ils ont amorti leur coût ou qu'ils ont amorti une partie du coût des recherches et développement, ils peuvent se virer de bord
aller soumissionner dans d'autres secteurs industriels afin de fabriquer. Donc, ça permet pas juste de faire de l'aérospatial, mais ça rend toute l'industrie de la fabrication plus compétitive. Ça n'a pas d'impact juste dans l'aérospatial, ça a un impact dans d'autres secteurs. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport à ça en ce moment at large dans les médias. On fait souvent le parallèle avec les sports, le sport professionnel. Inutile de mentionner, par exemple, puis l'exemple qu'on reprend souvent en ce moment, c'est si je vous dis de la voile, là, mettons la Coupe América, ça vous dit-tu quelque chose? Oui. Parfait. La Coupe América, c'est perçu par beaucoup de gens comme étant un sport de riches, un sport élitiste, OK? Parce que qui fait de la voile comme ça, puis qui a le temps de prendre du thé et d'aller faire un tour du port à vitesse Mach 12 là, en bateau, c'est perçu un peu bizarre. Mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que, par exemple, aujourd'hui, les bateaux, la plupart des gens s'en doutent s'ils ne le savent pas, sont faits en carbone, il y a de la technologie là-dedans, mon ami, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup d'aérodynamique, by the way. Et l'exemple qui nous est donné souvent à travers ça, et la Formule 1 aussi également, c'est qu'il y a beaucoup de ces techniques-là qui après ça s'en viennent au niveau de l'industrie. OK? Donc, c'est très large. C'est discutable, peut-être, vous allez me dire, oui, mais laquelle et tout ça, on rentrera pas dans les détails, mais on le sait, on s'en doute. À l'époque, tu sais, moi, si tu demandes à mon père, par exemple, hey, la Formule 1, ça a-tu déjà apporté quelque chose de bon au commun des mortels? Les freins à disque, par exemple. Tu sais? C'est l'exemple le plus classique, et peut-être le plus niaiseux, mais c'en est un. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que on parle de création de nouvelles technologies, tu l'as mentionné, André. On parle aussi de richesse, créer de la richesse. Puis ça, c'est un point qui est important, puis qui est important de définir aussi. On en parlait en préparation et toute la semaine. C'est large, création de richesse, mais ça couvre quand même assez... Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vais te donner l'exemple parce que le point de vue de la droite puis de M. Brassard, là, de ces gens-là, c'est de pas aider. En 1959, ils l'ont appliqué ce principe-là, ils ont arrêté de soutenir le Havre, OK, ils ont mis fin au programme. Résultat, la semaine où le Havre a été mis au rencard, Boeing, McDonnell Douglas, Northrop, tous les grands des États-Unis sont venus recruter les talents qu'il y avait en Ontario pour les amener aux États-Unis, de sorte que l'aérodynamicien, par exemple, de l'Avro s'est retrouvé à travailler sur les capsules Apollo, entre autres. On a perdu des talents. L'industrie aérospatiale ontarienne est tombée sur le derrière. Et à la fin des années 70, début 80, ce même groupe de gens-là criait au scandale à propos du déficit accumulé de Canadair et du Challenger. Canadair avait accumulé un déficit historique d'1 milliard de dollars. OK? Finalement, le gouvernement, plutôt que de mettre la clé dans la porte, ils ont vendu à Bombardier pour 300 millions. OK? Moins les dettes. Ils ont, le fédéral a absorbé les dettes. Le fédéral a absorbé les dettes. Résultat, au moment où Bombardier a pris l'industrie Canadair, le Challenger a continué son développement et sa mise en marché. Le Challenger, aujourd'hui, c'est plus vraiment un Challenger parce que c'est le champion défendant. C'est l'avion d'affaires, le plus grand succès de l'aviation d'affaires des années 80-90, c'est le Challenger, qui a amené le CRJ, qui a restructuré l'industrie, le secteur industriel montréalais parce que tu avais 20 000 personnes dans l'aérospatiale quand Bombardier a pris Canadair. Tu en as maintenant plus de 40 000. Et si tu as des compagnies comme Safran, comme Mecachrome, Mitsubishi, Stelia, Abipa, et t'as Groupe Meloche sur la Rive-Sud, à laquelle je pense. Si t'as autant d'industries qui sont présentes dans l'aérospatial, c'est parce qu'à un moment donné, on a créé un bassin qui moi, c'est bizarre, j'entends pas ces groupes-là crier au meurtre quand on supporte les manufacturiers automobiles, alors qu'ils n'ont pas le même genre de retombées du tout. Ils font au Canada, l'industrie automobile ne fait plus de recherche et développement. Et depuis longtemps. Là. Et pourtant, on les a sauvés à grands frais en 2008. Plusieurs fois même. Alors moi, ça fait la même chose ici, la dernière en date, c'est en 2008. Puis tu sais, on parle beaucoup de Bombardier, mais le milliard qu'on a mis dans le Canadair puis que Bombardier a récupéré, là, moi je trouve que je regarde le résultat aujourd'hui, ça a été motaditement payant. Puis ce que ces gens-là te disent jamais, Monsieur Brassard, là,
Ce qu'il dit pas, c'est que... Brossard. Le 300 millions qui a été mis par la part des gouvernements pour développer le CRJ, il a été rentable, c'est-à-dire que par un système de royauté que Canada a reversé aux 2 paliers de gouvernement, les gouvernements ont encaissé plus que ce qu'ils ont mis. Donc, on a fait du profit avec le CRJ. Même chose avec le Global. Okay. Puis là, il te parle encore d'un 4 milliards d'aides qu'on a donné à Bombardier, mais il oublie de te dire que dans le 4 milliards, il calcule l'aide de... Et puis ça, quand on parle d'un profit sur le channel, c'est direct, là. C'est littéralement de l'argent dans leur poche, pas des impôts payés par les employés, des choses comme ça, là. Et dans le cas, par exemple, de Bombardier, c'est vrai que la Caisse de dépôt... Les gens de la droite comptent le 2 milliards que la Caisse de dépôt de placement a mis dans Bombardier Transport. Eux autres, ils ont un rendement à fournir. Sais-tu que c'est le rendement qu'obtient la Caisse de dépôt en ce moment de Bombardier, de ses actions de Bombardier Transport, c'est un des meilleurs rendements de la Caisse, puis qu'ils vont avoir fait probablement 100% de profit en 5 ans sur cet investissement-là. T'appelles ça de l'aide? Cette façon-là de faire de l'argumentation, ça s'appelle du cherry picking. On prend des points isolés pour appuyer son argument sans aller dans la situation globale. C'est ça qu'on fait à ce moment-là. C'est un argument philosophique qui devrait rester philosophique. Si vous avez envie de penser que peu d'interventionnisme est une bonne idée, vous avez le droit. Par contre, présentement, les arguments économiques ne supportent pas ça. Le fait est que même aux États-Unis, on supporte notre industrie. Deuxièmement, on ne peut pas prendre ces décisions-là dans des vases clos. Si on est les seuls à décider à pas aider notre industrie, c'est bien de valeur, mais on va la perdre. C'est tout. Mais on pourrait-tu voter au moins pour décider de pas la... Je suis pas sûre que c'est une bonne idée de soumettre ça au vote populaire. Au vote populaire, mais c'est une autre histoire. Ouais, mais faut faire attention. Faut faire attention parce que les réseaux sociaux, des fois, c'est un prisme, hein, ça déforme. Absolument. C'est pas l'opinion les opposants sont toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, peu importe le sujet. Les pas d'accord sont là sur les réseaux sociaux. C'est un endroit où, en tout cas, sur certains plus que d'autres. Mais moi, ce que je dis, c'est que je regarde le profit que la Caisse de dépôt va faire avec son investissement dans Bombardier Transport. Moi, si c'est ça, aider les autres, je suis prêt à aider bien du monde. Faire 20% de profit par année sur un placement, là, moi, je vais t'aider. Anytime, hein? On appelle ça un partenaire d'affaires. Hey, mais je trouverais, j'aimerais ça qu'on définisse vite là pour les gens qui nous écoutent. Là, on parlait de création de valeur. C'est création de richesse en fait. C'est, je veux juste le mentionner parce que sincèrement, des critères, là, si je vous dis ça aide, ça amène de la création de richesse. C'est quoi ça de la création de richesse? On a pris un exemple qui nous vient de l'Institut du Québec. Donc c'est pas un exemple qui arrive de la Suisse ou du Luxembourg là, ou des Bahamas. Hein. Donc, dans le fond, l'Institut du Québec a voulu savoir comment est-ce qu'on évaluerait des décisions d'investissement ou de soutien pour n'importe quelle industrie. Et eux autres, ils ont dit, nous, on pense que la donnée qui est juste la création d'emplois, c'est réducteur, ça ne représente pas vraiment l'apport à l'économie et au groupe. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme critère intelligent pour évaluer ces décisions d'investissement ou de soutien-là? Fait que des contributeurs à la création de richesse. Ouais, parce que si tu crées 2000 emplois pour au salaire minimum, on donnera pas de secteur industriel pour pas... Mais si tu crées 2000 emplois au salaire minimum, est-ce que vraiment tu as fait avancer ton économie? Pas la même chose que 1200 PhD, tu sais. Ouais, exactement. Fait que il fallait vraiment que tu y ailles vraiment plus large que ça. Puis eux, les contributeurs qui mettent de l'avant puis qu'on devrait prendre en considération, c'est pour de la création de richesse, les exportations, l'innovation. Donc, entre autres, par exemple, les brevets. Oui. L'investissement. Est-ce qu'on est capable d'attirer de l'argent de l'étranger? Ce qui, au niveau de l'aéronautique, en passant, puis d'ailleurs, je vais juste finir pour expliquer d'où ça venait cette histoire-là. Ils ont utilisé l'aéronautique comme un exemple d'utilisation de ces critères-là. C'est pour ça qu'on a de la donnée par rapport spécifiquement à l'aéronautique dans leur point de vue. Très bon point. Je m'excuse de t'avoir coupé. Donc, je recommence. Les contributeurs à la création de richesse selon l'Institut du Québec. On parle des exportations, l'innovation, l'investissement, la productivité. Donc, tu parlais de l'usine 4.0, des choses comme ça, effectivement. Qualité de la main-d'œuvre. Ça, je pense que tout le monde le sait qu'au Québec, on a tout ce qu'il faut. Spécialisation, etc. L'éducation. Donc, comment ces industries-là supportent le développement des universités et des collèges supérieurs et des choses comme ça? Oui. Et l'effet structurant. Donc, comment on bâtit un écosystème autour de ces grands joueurs-là? Donc, comment ça va créer, supporter la création de PME, leur développement, etc.
Oui. Voilà. Donc ça, c'est les points que l'Institut du Québec pense qu'on devrait utiliser. Quand on pense on parle et qu'on met de l'avant le fait que l'industrie aéronautique au Québec amène de la création de richesses et des nouvelles technologies. Une nouvelle technologie, tu en as parlé, André. Puis la création de richesses, mais selon eux, c'est ça qu'on devrait utiliser et non pas juste de dire c'est des bons salaires, ça ramène de l'impôt puis ils peuvent acheter des grosses maisons. Faut avouer qu'au Québec, le débat est pollué par la question des salaires des dirigeants. Absolument. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Enlève la question des salaires des dirigeants de Bombardier, là. Oui. Puis t'as un discours différent au Québec. Absolument. Mais le fait est que, puis je le dis depuis le début, puis j'ai l'impression que les gens continuent d'oublier ça, on n'évolue pas dans un vase clos pour aucune de ces décisions-là. Donc, on peut pas, nous, au Québec, décider qu'on va payer les dirigeants le quart de ce qu'ils les payent ailleurs dans le monde. Ça fonctionne pas. On peut pas décider qu'on va être les seuls à pas subventionner cette industrie-là et penser qu'on va être capable de jouer sur le terrain des autres. On en a parlé il y a quelques semaines. L'Europe appuie Airbus à la hauteur de milliards actuellement. Aux États-Unis, on donne des milliards en contrats de défense qu'on n'avait pas prévu de donner. Des dizaines de milliards. Exactement. Oui. Et en support à la R&D à ce moment-là, donc des dizaines de milliards. Mais oui. Mais là, nous, au Québec, on serait capable de tirer sur la plug et au Canada, pardon. Puis je veux juste étayer ton point, là, les milliards pour la défense, là. By the way, ça fait plusieurs fois qu'avec Olivier, vous nous entendez parler de DARPA. D-A-R-P-A en lettres majuscules, là. C'est le centre de recherche de l'armée américaine at large, un petit peu plus compliqué que ça, mais on va le garder comme ça. Il y a énormément de projets de recherche qui passent là-dedans. Et c'est pas un institut 100% public, là. Non, c'est mais eux travaillent des fois avec la NASA, des fois avec mais ce qui est important là-dedans là, c'est que pourquoi je nomme ça, c'est qu'on travaille autant sur développer une nouvelle turbine, admettons un nouveau moteur en partenariat avec Pratt & Whitney, mais on travaille aussi sur imprimer de la peau. OK? Ouais. Vous comprenez-vous pourquoi je vous donne cet exemple-là? Là? Ouais, puis c'est très large, c'est très vaste. On met de l'argent là-dedans. Il y a le 3/4 des projets là-dedans qui n'aboutissent pas, mais les compagnies sont payées pareil. Et voilà. Puis à ça, tu peux rajouter les travaux de recherche de la NASA dans l'aéronautique et dans Exactement. Absolument. Donc là, d'autres des critères qu'on rajoute là-dedans pour considérer quelles industries on devrait supporter, c'est premièrement la taille de l'industrie, son poids relatif. Oui, absolument. Ouais. Parce que, dans le fond, on a quand même le 3e pôle aéronautique au monde, à Montréal. On parle du potentiel de développement. Donc, quelles sont les perspectives de cette industrie-là au courant des prochaines années? On parle de sa résilience. Comment est-ce qu'elle résiste aux fluctuations dans les marchés, dans les contextes économiques et tout ça? Et on parle aussi de la durabilité des investissements. OK. Du potentiel d'inclusion de cette industrie-là. Donc, comment est-ce qu'elle nous aide à intégrer des immigrants, des choses comme ça. C'est vraiment... Ben, écoute, je vais te donner une autre statistique importante. L'industrie aérospatiale sur l'île de Montréal, pour la ville de Montréal, là, c'est 5% du PIB de Montréal. OK? Ça, là, ça veut dire que on met la clé dans la porte dans l'aérospatiale, là, OK, à Montréal. Tu prends une entreprise sur 20 puis tu la fermes. C'est l'équivalent de ça. Ce qu'eux ont l'air de dire, c'est « Ah, mais de toute façon, ça fermerait pas. » Ce que nous, on soutient, c'est que si partout ailleurs dans le monde, ils ont besoin des subventions, pensez-vous vraiment qu'on va s'en sortir sans ici? Pourquoi ici, ça fermerait pas? Explique-moi ça. C'est un peu plate. C'est vrai, là. C'est un peu plate de considérer des occasions d'investissement ou de soutien en se disant on n'a pas le choix, le voisin l'a fait. C'est un peu comme être une industrie gonflable. Là, mais c'est parce que les pays du monde, par exemple, qui ont choisi de développer l'industrie aérospatiale, c'est que eux se sont fait la réflexion que l'Institut du Québec s'est fait. Ils se sont dit c'est quoi une industrie stratégique? Puis ils ont choisi des secteurs industriels. On va développer celui-là parce qu'on pense que ça a un potentiel de devenir une industrie stratégique. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a un paquet de pays dans le monde qui ont fait cette réflexion-là. Mais déjà là, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont fait la réflexion. T'as mis le doigt exactement dessus, André. C'est avoir pris la décision, là, ça sous-entend que tu as eu cette réflexion-là. Puis la réflexion, on l'a pas eu. On est 3, 4, 12 au Québec, là, à avoir fait avoir cette réflexion-là sérieusement et pour de vrai. Mais il y a quand même beaucoup de gros joueurs qui sont là-dedans et qui pataugent depuis des années. Et Suzanne Benoît et le groupe d'Aéro Montréal et Jean Charest et le groupe canadien des industries aérospatiales. Et tout ça n'aboutit à rien actuellement parce qu'il n'y a pas d'écoute du côté du gouvernement fédéral.
Là, écoute, moi, là, au fédéral, le gouvernement fédéral a décidé, depuis le début de la COVID-19, là, la position du fédéral, c'est simple. On sort des programmes mur à mur ou coast to coast, d'un océan à l'autre, Ad mare au square Ad mare. La devise des forces est appliquée par le gouvernement canadien. Puis on a décidé que il y a un Canada, il n'y a pas de disparité régionale ou sectorielle selon les secteurs d'économie. Tout le monde est pareil, tout le monde a un programme. Tout le monde. C'est clair que l'industrie des grandes cultures, de l'agroalimentaire et tout, c'est exactement la même chose que les hautes technologies. C'est bien connu. Exactement. On travaille de la même façon. Moi, j'ai un ami avionique qui m'a demandé si on y payait le lunch puis le gaz, puis il est prêt à descendre à Ottawa pour aller les aider. Parce qu'il dit que vu que c'est le silence radio, ils ont peut-être besoin d'un avionique. Ouais, ben écoute, je sais qu'au niveau des transports, moi je reçois de plus en plus de commentaires des gens de l'industrie là, qui est de on va payer un aller simple à Marc Garneau station spatiale parce qu'on n'est plus capable de le voir. D'ailleurs, de toute façon, on l'a pas bien vu, il est déjà parti. C'est ça. Sérieusement, là, je commence à penser à faire de quoi sur le site Les Ailes du Québec, à publier une offre d'emploi. Ouais. C'est-à-dire offre d'emploi, 2 points, ou deux points, ministre des Transports. Là, je vais lancer un avis de recherche, je cherche un ministre des Transports. Parce que, mais c'est la même position au niveau industriel. Le ministre de l'Innovation et de l'Économie au Canada, Navdeem Bain, c'est un champion patineur pour pas, démagogue de première classe. Il répond pas aux questions, des belles grandes phrases creuses. Mais on n'a pas de réponse. C'est désarmant. Oui, c'est. Honnêtement, je comprends pas. Tu sais, autant que t'as nos petits cousins français là, qui se pètent les bretelles avec leur industrie aéronautique, puis ils ont raison de le faire. Là, c'est vraiment pas sarcastique, à part le petit cousin qui est sarcastique. Là. mais je veux dire, ils ont raison de le faire, puis c'est correct. Ils ont compris c'était quoi, ils ont compris que c'était important, puis ils le font, puis tant mieux. Puis je comprends pas pourquoi que à la limite on peut pas s'inspirer de ça. Si tu veux rien savoir de ce qui se passe aux États-Unis, regarde ce qui se fait en Europe. Ouais. On va être pris en deux feux puis on va tomber entre les cracks. Tu sais qu'au Canada, là, des industries stratégiques, tous les critères qu'on a nommés tantôt, là, il y a combien d'industries au Canada qui sont des industries stratégiques? On a-tu 100, 200, 300? Écoute, 2, 3, 4? Ils ont fait la réflexion un petit peu par rapport à l'aluminium. Et puis, ça se scorait de manière intéressante, mais jamais au niveau de l'aéro, là. Ouais. C'est tellement, ça touche tellement large. Il y a tellement de monde qui directement et indirectement est touché par l'industrie aérospatiale. On va y aller vraiment là. Et comme tu le disais, André, il y a tellement aussi de pays qui ont des visées de se développer un pôle que quand on en a déjà un, ça me semble complètement farfelu de pas le supporter. Et voilà, t'as un paquet de pays dans le monde qui ont fait cette réflexion-là et qui sont venus à la conclusion que c'est un secteur stratégique. Puis ici, t'as du monde... Là, ça coûte plus cher à développer qu'à maintenir. Là. Puis ici, t'as du monde qui dit « on est pas capable. On est pas capable. » On commence à tourner en rond, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, là, je suis tanné. Et aussi, on ressent un peu d'irritation, ou plutôt, en nous écoutant, vous ressentez l'irritation parce qu'on est un peu tanné qu'on revienne toujours sur le même débat. Donc, rajoutons une petite dernière ligne. Si la situation de la paie des dirigeants chez Bombardier sert de paratonnerre à autant de frustration de la part des gens qui sont anti-investissement, gouvernement et tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un point là. Ouais. Peut-être qu'une petite révision de la gouvernance serait bienvenue. Regarde. C'est déjà en place. Là. Il y a un organisme but non lucratif là, qui fait des recommandations pour les votes. Fait que tranquillement, c'est en train de se faire, là, mais c'est effectivement, encore une fois, on le répète, t'as raison, Claudia. Ne faites attention de ne pas confondre la haine que vous avez envers, avant, je disais envers la famille Bombardier / les hauts dirigeants et le produit. Ouais. Il y a une distinction à faire. Ne soyez pas dupes. Puis aussi, il n'y a pas juste une compagnie dans l'industrie. Exactement. Fait qu'il n'y a pas que Bombardier. Ça demeure un joueur important, mais c'est pas le seul au Québec. Exact. Mais il faut le supporter quand même. Oui. Il fait partie de l'équation. Il est sur la map. Là, on n'a pas le choix, entre guillemets, là, de dealer avec. Fait que. Mais c'est pas nécessairement une bonne idée de laisser tomber un des pans de cet écosystème-là. Et voilà. Là-dessus. Oui. Merci, chers auditeurs, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir écouté notre frustration. Oui. Mais c'est important d'en discuter. Non, mais c'est vrai. Puis si vous n'êtes pas d'accord, puis si vous avez une autre opinion, gênez-vous pas pour mettre des commentaires sur les vidéos ou encore sur Facebook. Puis donnez-nous des pistes de réflexion. Pas juste dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est correct, vous avez le droit, mais donnez-nous des pistes de réflexion. Et moi, je pensais que on pourrait peut-être que, etc., etc. Tout à fait. Donc là-dessus, c'était Claudia Ouellette.
André Allard. Grégory Blanc. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.